Bonjour à toutes et à tous. Donc, on va effectivement tous les trois faire un panorama des fermes en bovin lait en bio. Alors, pourquoi tous les trois? C'est on est partie prenante, enfin, nos structures sont partie prenante d'un projet qui s'appelle Basilic, qui traite de cette question des bovins lait, et que je prends le temps de présenter un peu plus tard. Juste pour ouvrir, je vous invite quelques éléments de contexte sur la filière lait bio et son évolution sur les dernières années. Alors, je pense que je n'apprendrai pas grand-chose à grand monde sur ce sujet, mais on sort d'une vraie phase de développement de l'agriculture biologique et notamment de la filière bovin-lait depuis, grosso modo, le milieu des années 2010 et que depuis le début des années 2020 et puis particulièrement depuis 2022, on assiste à un tassement, voire même un recul de l'élevage bovin lait, que ce soit en nombre de têtes qu'on voit ici ou en nombre de fermes qu'on voit sur ce deuxième graphique. Ça se traduit également sur la collecte de lait. Là, ce sont des chiffres du CNIEL. Donc, on a atteint un pic de collecte de lait bio en 2022, et puis depuis, on a un chiffre qui s'érode. Sur les dernières infos filières, en 2024, le lait bio représentait 5% de la collecte de lait au total. Alors attention, il y a un biais, hein, c'est bien le lait collecté, ce n'est pas le lait produit, puisqu'on perd notamment tous les producteurs transformateurs qui ne passent pas par les filières dans ce genre de chiffres. Alors, où se situe la production laitière en France? Bah, sans grande surprise, on va retrouver une production laitière particulièrement dynamique dans l'ouest de la France, puisque c'est également le bassin de production de lait en général conventionnel et bio confondu, avec les départements de l'Ille-et-Vilaine et de la Loire-Atlantique, hein, qui sont un peu les leaders, les évidemment un peu plus loin. Et puis ensuite, on a des bassins, on va dire, secondaires dans l'est de la France, et puis autour de la région de Lyon, on va dire. Euh, Ça, c'est pour la répartition. Par contre, quand on regarde en proportion de l'élevage bio par rapport à l'élevage laitier bio par rapport à l'élevage laitier en général, on constate que c'est plutôt le sud de l'arc méditerranéen qui fait son épingle du jeu. Alors, tout simplement parce qu'il n'y a pas énormément d'élevage laitier dans l'arc méditerranéen et qu'il y a beaucoup de plus de bio en proportion. Euh, et donc, je vous disais tout à l'heure que la collecte de lait bio représente 5% de la collecte nationale. Euh, Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en cheptel, ça représente 9% du cheptel. Donc, ça traduit un petit peu quand même la moindre productivité de l'élevage laitier. Alors, une fois que ce cadre est un petit peu posé, je vais vous dire deux mots sur donc le projet Basilic dont sont issus les éléments qu'on va vous présenter par la suite. Alors, Basilic, c'est la version courte d'un nom un peu plus avare qui s'appelle Bâtir et consolider les systèmes bovins lait biologiques de demain par la co-construction. Bon, en allant chercher habilement des lettres à droite à gauche, ça donne Basilic. Euh, et donc, c'est un projet multipartenariat donc, qui est piloté par Dell et dans lequel on va retrouver donc des champs d'agriculture, le réseau GAP-FRAP breton, des opérateurs économiques, l'ITAB en tant qu'institut technique, et puis l'enseignement agricole aussi avec un invité, la ferme Alice Agricole notamment. C'est un projet qui s'est lancé cette année et qui va durer sur 3 ans et dont les objectifs sont multiples. Donc, d'une part, c'est d'expertiser la consommation des produits laitiers bio, puisque, comme on l'a vu, du point de vue de la production et du nombre de fermes, on est en décroissance là, de l'élevage laitier bio, mais ça se traduit aussi en termes de consommation, et ça, pareil, je pense que je n'apprends pas grand-chose à grand nombre. L'autre élément, c'est de renforcer la pérennité des élevages laitiers bio.
analyser aussi les perspectives d'avenir, que ce soit du point de vue des consommateurs des éleveurs. Euh, Impliquer des éleveurs et des éleveuses dans la recherche, et notamment la recherche d'innovation. Et puis d'évoluer ces innovations. Et puis, ça ne servirait pas à grand-chose de faire tout ça si on ne diffusait pas les résultats. Donc, il y a également une phase de diffusion des résultats. Une des particularités du projet, c'est qu'il y a une vraie implication des éleveurs et des éleveuses dans le projet, notamment dans la co-construction, donc dans l'identification des innovations dédiées et puis dans la co-construction de références et de réflexions sur le projet. Alors, là, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est un projet qui se décline en 4 actions. Il y a plutôt une action d'analyse des attentes des consommateurs sur les filières bio, une action sur la construction de systèmes laitiers bio d'avenir, une action 3 sur la thèse des solutions techniques, et puis ensuite on a une action de pilotage dispensaire. Mais nous, on va plutôt se centrer sur l'action numéro 2. Et puis vous présentez donc un panorama, par contre, des fermes laitières bio, euh, qu'on a essayé de caractériser. Et donc, on a caractérisé sur des aspects à la fois techniques et économiques. Donc, moi, je me chargerai des aspects plutôt techniques, et puis Yannick prendra le relais sur les aspects économiques. Euh, alors attention, ouais, le panorama qu'on va vous présenter, c'est une moyenne, et donc comme toute moyenne, ça gomme toute la diversité des systèmes qui existent en bio. Donc il faut le garder à l'esprit. Et puis, comme on le sait aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la suite du projet, on va se lancer dans une track aux innovations, notamment pour pouvoir diffuser justement ces éléments qui sortent un petit peu de la moyenne, mais qui peuvent être des solutions d'avenir pour la filière bio. Alors, si je me lance vraiment dans le panorama maintenant de la dynamique bio, en fait, où est-ce qu'on a été chercher les données pour vous présenter ce qu'on va vous présenter? Eh bien, on a été chercher dans 3 bases de données, donc la base Risaline, la base AgroBio 35 et Champ d'agriculture, Champ régional d'agriculture Pays de Loire, et puis la base Innovis. Euh, donc la base Redline, c'est des données qui sont issues des contrôles laitiers. C'est une base qui est assez robuste puisqu'on a un peu plus de 900 élevages bio qui sont suivis entre 2015 et 2023. À la fois sur les questions alimentaires et puis sur le suivi de la production laitière. Alors, par contre, il faut faire un peu attention. Chacune des bases a quelques petits biais. Donc, le biais de celle-ci, c'est qu'on a une surreprésentation de l'Est de la France dans cette base-là. Et puis, on sait aussi qu'on a certains types d'élevages en bio, notamment très herbagés, qui sont probablement moins représentés dans ce genre de base de données. La base donc AgroBio 35, donc, qui est en fait le monde d'agriculteurs bio d'Ille-et-Vilaine et de la Chambre d'agriculture Pays de Loire, une base qui est un peu plus petite, qui regroupe 200, un peu plus de 250 fermes en 2021, un peu moins de 250 en 2022, et donc qui est très limité, bien évidemment, à la région de Bretagne et Pays de la Loire, comme vous en doutez. Euh, et puis enfin, pour les données économiques des systèmes de montagne, on se base sur le réseau Innosis. Et donc là, on a un échantillon qui est un peu plus petit. Et ce réseau Innosis, il est alimenté par les chambres d'agriculture et l'IDEL. Et donc un réseau que Yannick notamment maîtrise particulièrement mieux que moi. Donc s'il y a des questions, on va pas hésiter à avoir de moi. C'est un petit message. Alors, donc comment est-ce qu'on a travaillé sur ce panorama? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un système laitier bio, il dépend de pas mal de caractères, que sont les conditions climatiques, les contraintes physiques, alors ça peut être le relief, l'organisation du parcellaire, notamment l'accessibilité au pâturage, et puis aussi les objectifs des éleveurs et des éleveuses. Euh, donc que ce soit dans les objectifs de productivité, d'organisation du travail. En prenant en compte ces différents facteurs, ça nous a conduit à classer les élevages selon 6 catégories en fonction de leur localisation géographique et puis de leur système fourrager. Donc on va retrouver 4 systèmes de plaine avec
ce qui va les caractériser, c'est principalement le degré d'utilisation du maïs dans le système fourrager. Donc, on a les systèmes de plaine 100% herbe, qu'on a divisé entre le système de plaine Grand Ouest et Nord de la France, et puis le système de Piémont. Et puis ensuite, deux systèmes qui intègrent du maïs avec des proportions plus ou moins grandes, donc de 0 à 15%, et puis des systèmes de plus de 15% de maïs dans les SFP. Pour ce qui est des systèmes de montagne, on le verra, c'est des systèmes qui mobilisent beaucoup moins de maïs, pour des raisons évidentes, même si la limite du maïs remonte petit à petit, comme on l'a vu précédemment. Pour autant, on en retrouve peu dans les systèmes bio, et donc on va retrouver des systèmes avec 100% d'herbe dans les SFP et basés principalement sur du foin pour ce qui est des stocks, et puis des systèmes avec des ensilages divers et variés, mais principalement dans les ensilages en herbe. J'accélère un petit peu puisqu'il faut que je laisse la parole à mes collègues. Mais alors, on va rentrer un petit peu dans les systèmes de plaine. Ici, je vous ai mis les éléments un peu caractéristiques de ces différents systèmes. Alors, grosso modo, on est sur des systèmes autour d'une cinquantaine de vaches, avec un peu moins dans les systèmes de vaches dans les systèmes de Piémont, on est à 44 vaches, et puis un peu plus dans les systèmes avec plus de 15% de maïs dans les SFP. Au niveau de la productivité laitière, on est sur des productivités un peu plus faibles sur les systèmes à l'herbe, bien que dans le système de Piémont, on a quand même une productivité qui se rapproche de la productivité des systèmes en maïs, avec autour de 5800 kg de lait par vache. Et ce que vous pouvez mettre en regard de la quantité de concentré protéique et énergétique distribué. C'est vraiment la grande distinction qu'on va retrouver dans les systèmes 100% investis entre le Grand Ouest et les Hauts-de-France, et puis la zone de Piémont. Et puis dans les systèmes à plus de 15% de maïs, on va retrouver des productivités laitières, des densités énergétiques d'exploration un peu plus élevées, et donc des productivités laitières un peu plus élevées, avec des productions autour de 6500 kg de lait par an. Alors, qu'est-ce que ça donne sur les calendriers alimentaires? En fait, on va retrouver, ce qu'il faut déjà savoir, c'est que peu importe le système, on a quand même globalement des niveaux d'autonomie qui sont assez élevés, hein. Par exemple, pour les systèmes en 100% herbe, on est à 87% d'autonomie massique euh, en- sur la ration totale, et puis 90% l'autonomie protéique. Alors, dans les systèmes tout herbe, la part d'herbe dans la ration représente 84% de la ration, avec 36% d'herbe pâturée. Et là, il y a une vraie distinction. Alors, dans ce schéma, vous allez retrouver tout ce qui est en vert, ça constitue de l'herbe. Vert foncé, ça va être l'herbe pâturée. Ensuite, on va avoir le foin, l'ensilage. On va retrouver les concentrés en jaune pour les concentrés énergétiques, et en orange, mais c'est vrai qu'on ne voit pas très bien ici, pour les concentrés protéiques. Et, pardon, en bleu foncé pour les concentrés protéiques. Et puis le maïs va apparaître en orange sur le système. Donc, dans le nord de la France, on a plutôt des systèmes qui sont très basés sur le pâturage, avec quasiment la moitié de la ration, autour de 45% de la ration, qui est constituée d'herbes pâturées. Là où, dans le système de Piémont, on est plutôt autour de 30% de la ration en herbes pâturées. Alors, quand on passe dans les systèmes à base qui intègrent du maïs, alors la question c'est pourquoi déjà ils intègrent du maïs. Alors, c'est peut-être un petit peu moins vrai dans les systèmes à moins de 15% de maïs dans les SFP, mais notamment dans les systèmes à plus de 15% de maïs dans les SFP. Ça peut être sur des zones où finalement la productivité d'herbe est moins grande, et donc le maïs permet d'assurer une certaine quantité
de quantité de fourrage, notamment de stock. Et là, il y en a une vraie distinction, c'est que dans les systèmes moins 15% de maïs, en fait, le maïs est intégré uniquement dans la ration hivernale, avec des vaches qui sont au pâturage et puis avec un petit peu de stock sur la saison d'herbe, on va dire. Alors que dans les systèmes avec plus de 15% de maïs, finalement, on a un fonds de maïs qui contribue toute l'année, enfin même plus qu'un fonds quand on parle de la ration hivernale. J'ai perdu le contrôle. Voilà. Petit zoom maintenant sur les systèmes de montagne. Alors, j'espère que vous avez un petit peu de mémoire pour comparer avec les systèmes de plaine. Sinon, vous pourrez retourner voir les, les diapos qui sont disponibles. Euh, donc, on a des systèmes en montagne avec quand même moins de vaches, hein, pour mémoire. On était autour d'une soixantaine de vaches tout à l'heure. Là, on est autour d'une quarantaine de vaches. Euh, des systèmes aussi qui font à peu près autant de lait finalement, et puis avec une vraie distinction entre ceux qui sont en herbe point et puis en herbe en silage. Et puis donc la grosse différence, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on a des systèmes qui sont quand même basés sur l'herbe, sur l'herbe principalement, donc herbe point pour celle qu'on a caractérisée. Et puis herbe en silage, il peut y avoir un tout petit peu d'ensilage de maïs, que vous allez voir dans les rations, c'est vraiment anecdotique. Et donc, vous le voyez ici, on a par rapport au système 100% herbe en plaine, des saisons de pâturage qui sont quand même raccourcies, puisque en moyenne, alors ça va varier en fonction de l'altitude, mais on a des saisons de pâturage qui vont s'étaler grosso modo de mi-avril à mi-octobre, et puis avec des niveaux de, pardon, oui, des durées de saison de pâturage qui peuvent se raccourcir grandement en fonction de l'endroit et du relief dans lequel c'est inscrit. Sur des systèmes en montagne, on est également quand même sur des niveaux d'autonomie de la ration assez importants, hein. On est autour de 85% pour les systèmes à foin en termes d'autonomie de la ration, 90% même sur les systèmes herbe en silage, et avec des proportions quand même d'herbes pâturées qui sont moins importantes en aération. 33%, là où je vous rappelle, on était autour de 46% sur les systèmes 100% herbe en plaine dans l'ouest de la France, par exemple. Euh, et donc, on peut avoir, donc, je vous le disais, on peut avoir un petit peu de reliquat de maïs qui est présent ici. Alors, on a du maïs distribué sous forme d'ensilage, mais on peut aussi retrouver finalement sous l'aspect d'ensilage de maïs épique, qui là va plutôt être un ensilage de, qui aura une vocation énergétique dans la race. Je ne vais pas en dire beaucoup plus, je vais laisser la main à Yannick qui va nous présenter ce que ça donne d'un point de vue économique, ce genre de caractérisation. Merci, Gwénolé. Bonjour, Yannick Péchuzal, donc je travaille à l'Institut des Vaches. Je suis, on dirait, économiste, mais plutôt sur la microéconomie des systèmes mauvais laitiers au niveau national. Et plus localement, donc je suis basé à Aurillac, et plus localement, donc j'interviens sur le projet Bioréférence en tant qu'animateur donc pour la filière bovine laitière. Alors, le projet Basilic, en fait, a été déposé, hein, donc c'est un castor, a été déposé parce que le contexte du lait bio est assez difficile ces dernières années. Alors, souvent aussi, regardez, par comparaison notamment des éleveurs avec leurs collègues qui sont conventionnels. Le prix du lait conventionnel a bien augmenté ces dernières années. Il y a une volonté aussi de développer les volumes, ainsi de suite, ce qui n'est pas forcément possible en bio pour diverses raisons. Et donc ce projet Basilic doit à terme permettre de trouver des solutions auprès des consommateurs, auprès des distributeurs, auprès des producteurs, pour essayer d'améliorer ce contexte, notamment économique, du lait bio. Donc c'est pourquoi dans ce panorama, donc, il y a l'affichage ou l'examen de données économiques. Ces données économiques ou techniques, alors elles viennent de deux sources.
INOSIS réseau d'élevage, et donc qui est un dispositif national et qui permet de remonter donc, les résultats technico-économiques toutes les années de fermes suivies, alors que ce soit en conventionnel, mais depuis quelque temps avec une proportion de fermes aussi en production bio, et puis des données issues donc, du dispositif bioréférence du pôle bio Massif Central, qui permet de remonter, alors, je crois que c'est depuis 2014, voire même avant, des données spécifiques bio, sachant que dans les données bio montagne, il y a une forte proportion donc d'élevage suivi par le pôle bio, enfin par les collègues des chambres d'agriculture, mais par le dispositif bioréférence, et qui permettent d'avoir aussi des données sur la durée, hein, parce qu'en 2014, on avait quasiment que les données du pôle bio. Les suivis bio étaient pas fléchés dans le dispositif national NOSIS. Vous avez ici les évolutions qui permettent justement la comparaison entre les résultats courants, donc des éleveurs, leurs revenus, en gros, depuis 2014. Vous avez en vert donc, les systèmes de plaine, vous avez en bleu les systèmes de montagne, les élevages de montagne, et puis vous avez en trait pointillé les élevages conventionnels et en trait plein, donc les élevages bio. Le constat, vous le voyez, vous le faites vous-même, hein, pour nous, il y a vraiment deux périodes. Il y a l'avant 2020 et l'après 2020. En gros, avant 2020, le conventionnel a notamment subi une forte crise du prix du lait en 2015-2016, ce qui a engendré pas mal de conversions en lait bio, et puis un marché qui était plutôt porteur pour le lait bio. Et on voit que les revenus du bio étaient quasiment toujours supérieurs avant 2020 à ceux du conventionnel. Et puis, il y a une année charnière, et pour nous, c'est 2020, sur les résultats. Gwenolé en a parlé tout à l'heure aussi, c'est quasiment l'inversion de la courbe de la collecte de lait bio en France. Hein. Cette année 2020, où on a des courbes qui se croisent, hein, et puis des revenus qui s'améliorent nettement en conventionnel. Alors, avec des pics hein, qui sont souvent liés à un système conventionnel, on va retrouver une part de céréales, et puis des années plutôt intéressantes, notamment en 2022, sur les rendements et sur le prix des grandes cultures, donc qui font que, effectivement, dans le conventionnel, on a des pics assez élevés, mais des revenus quasiment depuis 4 ans qui sont systématiquement supérieurs en conventionnel. Autre élément aussi à noter, et quand même la stabilité, on va dire la résilience des systèmes bio, mais plutôt, on va dire, une stabilité, une régularité des revenus en bio, mais des revenus conventionnels qui passent au-dessus, et forcément qui ne manquent pas d'alerter les éleveurs en bio qui voient, qui lisent dans les publications les évolutions des revenus de leurs collègues. Donc voilà pour les évolutions de revenus qui ne manquent pas d'interroger. Donc pour les systèmes bio depuis 4 ans notamment, avec cette inversion de tendance. Voilà. Je continue de dire ça. Autre approche qui peut être. Alors oui, sur les Russes, qui était à noter aussi, c'est que s'il y a une crise économique des revenus des systèmes bio en France, vous avez pu noter aussi que si cette crise, on parle plutôt à l'échelle nationale, on voit qu'il y a de grosses différences entre la montagne, les revenus en montagne, donc le Massif central, et puis les revenus donc de plaine, avec une forte proportion des producteurs qui se trouvent dans l'Ouest. Autre élément de comparaison, c'est sur les coûts de production. Alors là, j'ai pris les chiffres qui sont publiés par le CNIEL dans ces tableaux de bord, publication faite dans le cadre des GaLim, hein, avec les coûts de production, donc 1 euro par 1000 litres, et puis le prix de revient que vous avez à chaque fois, donc sur la ligne en fond bleu en bas, donc le prix de revient, je le rappelle, c'est le prix auquel il faudrait que le lait soit acheté à l'éleveur, gagne 2 SMIC annuels. D'accord ? Donc le prix de revient hein, dans les GaLim. Donc vous avez à chaque fois 2 années, alors vous avez le conventionnel de plaine et puis le biologique de plaine, pareil pour la montagne. Vous avez chaque année, c'est à l'échantillon constant.
Cet observatoire, il est fait à partir des comptabilités de plus de 6000 exploitations, donc un petit peu représentatif. Et donc, obligation du client de le publier dans le cadre de la loi EGalim. Ce qu'on peut regarder, qu'on peut constater, c'est qu'à bassin de production équivalent, autrement dit, je compare le biologique de montagne, le conventionnel de montagne et l'idem pour la plaine, ben, on a des coûts de production qui sont quasiment de 200 € supérieurs par millilitre pour le lait biologique. Et les prix de revient, donc le prix de revient, il se calcule à partir de la production, on déduit les aides, on déduit les produits joués, il reste le prix de revient, et donc on a un prix de revient quasiment de 80 à 100 € par millilitre supérieur pour le bio par rapport au conventionnel. Alors, les explications sont assez faciles, on va dire. Hein. On sait qu'on a une moindre productivité des facteurs de production en bio, et on a une absence de compensation par le produit joué. Autrement dit, les veaux naissants en bio, qui ne se vendent pas mieux que les veaux naissants conventionnels. Il y a un petit peu plus d'aide. Alors attention, c'est des approches qui sont faites hors crédit d'impôt, hein, qui peut jouer un petit peu, mais le crédit d'impôt, on ne le retrouve pas dans les comptabilités. Et donc, moins d'aide spécifique. Ce qu'on notera aussi, qui est important, c'est sur les dernières tendances. Si on compare 2024 à 2023, parce que je vous dis, c'est l'échantillon constant, on a une hausse des coûts de production qui est supérieure en bio, c'est-à-dire que les coûts de production d'une année sur l'autre en bio, ils ont pris 50 € par millilitre. Alors qu'en conventionnel, la hausse est, entre guillemets, que de 20 € par millilitre. Donc, les dernières tendances climatiques, les dernières tendances conjoncturelles font que les producteurs bio subissent un petit peu plus ces tendances en approvisionnement et ont des coûts de production qui augmentent. Et puis, là aussi, si vous regardez en bio, c'est valable aussi pour le conventionnel, les coûts de production en montagne sont supérieurs à la plaine, et donc accentués, on va dire, par l'absence de démarcation du lait bio. Le lait bio, c'est un prix national, d'accord? On sait que si vous allez, par exemple, dans le conventionnel, dans les montagnes de l'Est, en Franche-Comté, dans les Savoies, ils ont des coûts de production largement supérieurs à la plaine, mais ils ont des entrées qui compensent. Le problème en montagne et en bio, c'est que les coûts de production ils sont supérieurs, mais le prix du lait bio, qu'il soit collecté à Aurillac ou qu'il soit collecté à Laval, c'est quasiment le même prix, hein, puisque la destination du lait bio, c'est la même. Je reviens là. Autre caractéristique sur les aspects économiques, c'est un autre graphique. Hein. Vous avez ici donc, les résultats 2024, c'est des estimations pour 2024. Donc des systèmes bio de plaine et bio de montagne. Vous avez la moyenne du revenu, 30 900 € en plaine et puis 17 000 € en montagne. Je le répète rapidement, mais c'est quasiment les plus bas des revenus, excepté les conventionnels de montagne, par rapport aux autres groupes typologiques. Et puis, vous avez ici deux petites flèches. En gros, c'est la limite de l'écart inférieur, la limite du quart supérieur. Autrement dit, vous avez 25% des revenus qui sont supérieurs en plaine à 42 000 €, mais vous en avez 25% qui sont inférieurs à 10 000 €, quasiment 12 000 €. Pareil pour la montagne. Donc, ce qui veut dire qu'effectivement, Gwenolé l'a dit tout à l'heure, on parle souvent de moyenne. Ce qui nous interroge, nous, c'est les écarts qu'on peut avoir entre des exploitations, les revenus, à l'intérieur de même système. Hein. On ne compare pas les bio de montagne ou d'autres. Non, non, on est vraiment en bio de montagne ou en bio de plaine, et c'est des écarts qu'on peut avoir assez conséquents, donc d'une exploitation à une autre, de nouveau, d'une exploitation à une autre. Et donc, je crois que les explications à ces écarts, des écarts donc, de rémunération importants et croissants entre élevages, c'est quand on suit les exploitations sur un grand nombre d'années, on constate que ces deux petits triangles là, ils ont tendance à s'écarter de plus en plus d'écarts croissants entre élevages. Donc il y a des écarts de productivité des facteurs de production, foncier, main-d'œuvre, bâtiment, d'un élevage à un autre. On peut faire un peu plus de lait par vache, un peu plus de lait par hectare, un peu plus de lait ou un peu moins de lait par place de bâtiment. Ce qui coûte cher, c'est la place de bâtiment. Si vous avez une vache que vous logez tout l'hiver qui fait 5 000 litres de lait ou qui fait 7 000, forcément, le coût au 1 000 litres, il n'est pas pareil à la place. Des écarts sur le prix du lait,
sais pas si vous voyez tout à l'heure, les revenus 2014, on était quasiment dans un mouchoir de poche, quel que soit le système. Et puis, ça s'écarte. Et ça s'écarte aussi à l'intérieur des groupes typologiques. Pourquoi? Ben, parce qu'on a des écarts de prix du lait aussi de plus en plus entre collecteurs de lait. La maîtrise technique, ça a toujours été, et puis la sensibilité aux aléas climatiques, aux aléas sanitaires, le niveau d'investissement, et c'est important, notamment pour les jeunes éleveurs, les jeunes agriculteurs qui investissent beaucoup. On sait que voilà, il y a le poids des investissements pendant un certain nombre d'années qui vont faire que leur revenu ne sera pas égal à quelqu'un qui est plutôt en fin de carrière, qui a fini de rembourser ses annuités ou d'amortir tous ces investissements. Et puis les stratégies de production. Dans le projet Basilic, moi, ma place aussi, c'est voilà, il y a beaucoup de groupes, puisque ça va être beaucoup de discussions, de présentations et d'échanges avec des éleveurs, avec des focus group. Il y a beaucoup de groupes dans l'ouest de la France. Et puis, il y a une chambre d'agriculture qui est partenaire, c'est la chambre d'agriculture de l'Aveyron, qui est partenaire du projet Basilic, où il y aura des focus group, et il y en a notamment déjà eu un qui a permis de faire ce panorama. Et donc, j'ai assisté à ce focus group et on a vraiment le sentiment qu'on a dans le public des éleveurs deux catégories. Je dirais peut-être la première catégorie, c'est un petit peu les conversions historiques. Avant 2014, je dirais peut-être pour les situer, des gens qui étaient déjà presque bio. Je me rappelle, moi, j'avais fait des diagnostics bio. Bah oui, il y avait très peu de fertilisation, il y avait peu de phyto, il y avait on disait, ben, tu es déjà presque bio, donc pourquoi ne pas franchir le pas de la conversion? Aujourd'hui, des gens qui sont peut-être plutôt déjà en fin de carrière, qui estiment avoir des revenus corrects, parce que je vous dis, ben, les annuités ou les amortissements, c'est plutôt sur la fin, et qui ont surtout, alors qui s'estiment avec des revenus corrects et qui ont des stratégies, on dirait peut-être ceux qui sont au-dessus de la moyenne, là, dans les graphiques précédents, là, et qui recherchent des stratégies surtout autour du travail. Voilà, ben, fin de carrière, si je peux avoir un petit peu moins de boulot tous les jours, un petit peu moins d'assiette, j'y vais. Ils se posent notamment beaucoup la question, ou qui ont franchi le pas avec la monotraite, voire même sur un plan fiscal, de retour donc au micro-bénéfice agricole. Et puis, notre public, peut-être, c'est plutôt les conversions post-2015-2016, hein, prix du lait conventionnel moins de 300 € par millilitre, prix du lait bio autour de 500, alors quasiment peut-être le prix actuel, hein, mais déjà à 500 €, et donc qui ont franchi le cap, mais souvent avec des systèmes intensifs, hein, donc maïs parfois, donc culture quand même assez difficile dans un contexte bio, des systèmes intensifs difficilement compatibles avec le bio, et qui aujourd'hui sont dans la difficulté. Et puis se pose toujours la place du maïs dans le système fourrager, de la robotisation, des jeunes qui voient les collègues conventionnels qui mettent tout ça en robot, hein, parce qu'aujourd'hui, je crois qu'une installation neuve de traite, il y en a 9 sur 10 qui sont des robots. Hein. Donc les collègues conventionnels qui mettent du robot, mais le robot, c'est compliqué en bio, hein, avec la gestion de la pâture, avec les niveaux de rendement laitier, et ainsi de suite. La question de l'augmentation du rendement laitier, en fait, tout ce qui, depuis quelques années, je dirais, sont les stratégies du lait conventionnel, et on le voit à travers les résultats, des stratégies qui portent leurs fruits, avec un prix qui augmente et des volumes qui sont libres. Et donc, c'est ces éleveurs-là qui vraiment se posent la question du maintien en bio. Alors, on parle des conversions, donc est-ce que c'est plutôt cela? Sans doute. Mais je pense que le projet Basilic arrive à point pour effectivement essayer d'apporter des solutions dans ces systèmes-là pour faire en sorte que demain, ils soient encore producteurs de lait bio. Et surtout que, voilà, depuis quelques jours, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure, les éleveurs bio, ils regardent beaucoup ce qui se fait en conventionnel. Ce n'est pas forcément leur situation qui s'est détériorée, mais c'est celui conventionnel qui s'est beaucoup amélioré. Et donc, peut-être un petit peu de jalousie, mais ce n'est pas le terme. Hein. Et donc, aujourd'hui, on voit quand même, on entend depuis quelques jours des questions, des remarques sur la conjoncture conventionnelle, avec des laiteries qui commencent à annoncer des baisses de prix du lait conventionnel. Donc, peut-être aussi, chose qui
qui portera ses fruits dans la réflexion, qui alimentera la réflexion des producteurs. Voilà, j'en dis pas plus. Je ne sais pas s'il y a des questions On va passer à Nick. sur la partie éco, mais on va donner la parole à Nick, Ouais. donc à distance. Là, on va passer la parole à Nix qui est à distance. On va essayer de le mettre à l'écran pour que vous puissiez voir sa tête quand même. Et qui va maintenant qu'on a un panorama, va nous donner quelques éléments d'avenir, et notamment sur les 10 prochaines années. Je vais te laisser la parole, Nix. Oui, merci. Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que je suis suffisamment audible pour tout le monde? Oui, c'est bon. Ouais, super. Donc, je me présente en 2 mots. Nils Biz, moi, je suis salarié à la FRAB Bretagne. Donc, on est les homologues de la FRAB Aura, réseau d'accompagnement, promotion et développement de l'agriculture biologique. Et moi, je suis plutôt en charge des questions recherche, filière et développement. Et donc, la FRAB Bretagne est partie prenante là, sur ce projet Basilic et on co-anime avec la Chambre de Normandie toute la partie concertation des groupes qui ont été évoqués par Guénolé et Yannick à l'instant. Dans le cadre des concertations, on a fait un exercice. Vous venez de voir le panorama des fermes laitières biologiques. En fait, on a interrogé via les groupes qui sont mobilisés dans Basilic les fermes qui participent pour leur demander un exercice qui n'était pas évident, mais auquel ils se sont prêtés, un exercice de projection. On leur a demandé d'emmener leur ferme dans une situation en 2035 et de nous donner un petit peu les informations qui concernaient cette ferme du futur qu'ils projetaient. Donc cet exercice, on l'a fait avec une centaine d'éleveurs et d'éleveuses. L'avantage que l'on a, c'est que l'échantillon est plutôt représentatif en termes de population. Vous voyez qu'au niveau des âges des répondants, on fait globalement un tiers, un tiers, un tiers entre les plus de 50 ans, les moins de 30 ans et les entre-deux. Au niveau des laiteries avec lesquelles ces fermes travaillent, on a une belle représentation aussi des panels des laiteries sur le territoire français. Bon, après, il y a un petit biais au niveau de la localisation qui est lié aussi au montage de notre projet, au montage partenarial, mais on est très ouest et Aveyron, donc ça, c'est une réalité dont on tient compte. Et dans les répondants aussi, on avait une majorité de livreurs en circuit long, mais on a quand même un bon 10% de fermes qui pratiquent aussi la transformation à la ferme. Donc ça, c'est pour l'échantillon de base qui a été sollicité et à qui on a demandé cet exercice de projection en 2035. Donc concrètement, la question, c'était, voilà, aujourd'hui, la ferme, elle est dans la situation que vous nous décrivez. Si on devait vous demander de réfléchir à comment évoluerait votre ferme et dans quelle situation serait votre ferme en 2035, eh ben, qu'est-ce que ça donnerait? Donc, si on enchaîne sur la diapo suivante, on a déjà un exercice qui a été fait sur... il y a un petit peu de redite. Ah oui, sur la période. Parce que le contexte est important. Sur la période, c'est entre octobre 2024 et mars 2025 que les groupes ont été interrogés. Donc, il se passait des choses à ce moment-là sur la filière laitière biologique. Le contexte politique avait certaines particularités. Nécessairement, on en tient compte aussi dans l'exercice de projection. Et juste pour vous dire aussi que dans l'exercice de concertation des groupes, cet exercice de projection des fermes à 10 ans, c'était pas un des objectifs initiaux. Les objectifs initiaux avec les groupes, c'était plutôt découvrir le projet, aborder des thématiques techniques, questionner aussi les fermes sur les questions qu'elles aimeraient poser aux consommateurs, puisqu'on a tout un volet dans Basilic sur les questions que l'on pose aux opérateurs de la filière lait bio, aux consommateurs des produits laitiers biologiques. Et en fait, on s'est rendu compte que cet exercice de projection était quand même extrêmement révélateur de la température dans les fermes et de comment est-ce que ces fermes voyaient l'avenir. Donc, qu'est-ce que ça donne? Première question qui leur a été posée sur comment est-ce qu'ils voyaient l'avenir de la filière laitière biologique. Donc, on les a classés, ces réponses, en 3 typologies, plutôt les profils optimistes, les profils plus pessimistes et les profils plus entre-deux que l'on a appelés mitigés. Avec une très bonne répartition, comme vous voyez, sur 100 répondants, on en a 37 qui sont plutôt optimistes, 38 qui sont plutôt mitigés, une petite partie qui est plutôt pessimiste, enfin un quart quand même. Donc pourquoi les optimistes sont optimistes? Ils le sont parce que ils s'attendent à un redéveloppement, ils s'attendent à des courbes en croissance. Ils considèrent que les enjeux environnementaux sont centraux et que ça va amener des prises de conscience. Ils considèrent que c'est dans la logique des industriels
d'accroître et de développer leur production en lait biologique. Ils considèrent aussi que parce qu'il y a une attente sociétale forte de produits à impact environnementaux positif, il y aura une communication positive qui sera faite et donc il y aura de nouveau un élan, un développement des produits laitiers biologiques. Donc ça, c'est les optimistes avec le regard qu'ils nous apportent. Ensuite, si on avance, on a les plus mitigés. Alors eux, ils ont plus de doutes. Ils nous expriment que la situation dans laquelle on est aujourd'hui sur le lait bio est un peu révélatrice du fait que la bio a encore du mal à sortir de son secteur, de son débouché. De plus, il y a des soutiens des pouvoirs publics qui sont parfois aléatoires, parfois avec des retours en arrière, comme on l'a vu ces derniers temps, et que tant qu'il n'y en a pas plus de soutien des pouvoirs publics, on ne va pas pouvoir permettre à la filière lait bio de plus se développer. Et qu'aujourd'hui, la filière lait bio, elle a besoin d'autre chose, elle a besoin d'innover, elle a besoin de s'allier peut-être aussi à d'autres démarches pour percer. Donc ça, c'était plutôt les profils un peu mitigés, plutôt peut-être qu'il y aura du développement, mais on attend de voir, on a besoin d'encore d'autres signaux et encore d'autres incitations pour permettre ce développement. Et au niveau des pessimistes qui représentent un quart de la population interrogée là, sur cette vision de filière, ce qu'ils voient, eux, c'est les désertifications, les arrêts de collecte et la rationalisation des coûts de collecte qui amènent à des abandons de collecte sur certaines zones. Ils voient aussi les résultats économiques qui ont été présentés à l'instant par Guénolé et Yannick et les baisses de prix du lait, des prix du lait bio qui n'augmentent pas autant que le coût de production, lui, augmente. Et une baisse de consommation qui est liée aux années 2022-2023 qui quand même a marqué ces profils-là. Donc, on a cette population d'éleveurs et d'éleveuses qui cohabitent et qui a des visions partagées de l'avenir de la filière lait bio. Ensuite, on peut faire un exercice qui est, euh, on pourra dire hasardeux, mais quand même assez intéressant, c'est qu'on regarde un petit peu la répartition de ces profils optimistes ou pessimistes en fonction des territoires. Voilà, on voit que sur certaines zones, peut-être des zones qui sont plus touchées par certaines réalités, par exemple sur les zones de montagne, zones aveyronaises, comme ça a été présenté par Yannick, on a une population pessimiste qui est présente, mais surtout une population mitigée, plus incertaine, plus dans le doute, qui est relativement présente. Alors que sur d'autres secteurs, comme sur l'Ouest, par exemple, Bretagne et Normandie, on a un peu plus d'optimistes. Voilà, peut-être aussi lié au fait que le secteur est mieux couvert par des laiteries. Voilà. Sur les Pays de la Loire, j'y reviendrai après parce que c'est aussi lié à l'âge des populations répondantes. Et donc, on peut enchaîner sur la partie suivante. Euh, on a une grande différence d'appréciation du devenir de la filière lait bio en fonction de l'âge des participants à cette étude. Les plus de 50 ans, vous voyez que le vert est beaucoup plus conséquent, c'est les optimistes. Les plus de 50 ans, ils nous apportent de l'expérience du passé, ils nous apportent aussi leur lecture, ils nous apportent aussi leur regard sur des crises passées que la filière lait bio a subies, mais qu'elle a su affronter. Et du coup, on a tendance à retrouver des profils un peu plus optimistes chez ces populations-là. Les profils de moins de 30 ans, on a des populations qui sont plus mitigées parce que c'est aussi des plus jeunes installés qui arrivent dans une période où la filière lait bio est chahutée et que ça leur amène énormément de questions sur l'avenir de cette filière. Donc, c'est une information qui est quand même assez intéressante de voir que l'historique que l'on a sur la production laitière biologique amène une divergence d'opinion aussi sur comment est-ce qu'on voit l'avenir. Si on continue, on a un exercice complémentaire qui est sur la projection sur l'avenir, non pas sur l'avenir de la filière lait bio, mais sur l'avenir du contexte réglementaire, sociétal, l'avenir des aides aussi, en lien avec cette filière. Et là, globalement, on a des retours qui sont plus pessimistes, qui sont plus marqués. La proportion de mitigés et d'optimistes est plus réduite. C'est complètement lié à la période d'enquête, comme je vous le disais tout à l'heure, où on avait des signaux qui étaient beaucoup plus aléatoires sur l'avenir du contexte réglementaire et sociétal. Voilà, une vision d'avenir qui est plus pessimiste, voire mitigée sur cette partie-là, et un contexte qui a été marqué par des remises en cause de la loi d'orientation agricole, par exemple, et qui a eu ses conséquences sur les réponses.
Globalement, si on creuse un petit peu et qu'on sectorise ça, c'est-à-dire qu'on regarde le sujet des aides, ensuite qu'on regarde le sujet de la réglementation, ensuite qu'on regarde le sujet de la société, de l'appréciation de la vision sociétale, on n'a pas tout à fait les mêmes résultats. Sur les aides, allez, on grossit le trait, moitié-moitié. On a la moitié des répondants qui considèrent que les aides PAC vont baisser et qu'elles vont baisser pour tout le monde, que ce soit les filières laitières ou d'autres filières, que ce soit en bio ou pas, considèrent que ça va baisser puisqu'on est dans on est dans une logique politique qui amène à plus de stratégie libérale et donc que les aides vont diminuer. À l'inverse, on a une population qui considère que les aides, y compris et particulièrement en faveur de l'agriculture biologique, vont augmenter parce que c'est une attente sociétale. Donc là, voilà, des visions qui sont assez différentes et qui s'entrechoquent. Sur la réglementation, par contre, le résultat est globalement le même à peu près partout. On a une grosse majorité des répondants qui considèrent que la réglementation, elle va se durcir, qu'elle va se renforcer, notamment autour des normes de bien-être animal. Concernant les retours des éleveurs et des éleveuses quand ils nous parlent de la société, on a un retour qui est assez paradoxal. On a une bonne partie de la population qui nous dit que l'on va vers une situation de crise, une crise politique, peut-être une crise économique, peut-être une crise sociétale, en tout cas que l'on va dans cette direction. Et on a deux types de population par rapport à cette crainte. On a les éleveurs et les éleveuses qui redoutent cette crise, qui pensent que ça va arriver dans tous les cas et qui la redoutent. Et on a une population qui l'attend. Alors, je précise qu'il l'attend parce que par le passé, les crises ont été des vecteurs de mouvement et de changement et d'évolution des filières, notamment des filières lait bio et des filières bio en général. Donc, on a une partie de cette population-là qui attend la crise pour amener une prise de conscience des populations et qui provoquera du coup le développement des filières bio, y compris du lait bio. Voilà, c'est une information qu'on n'avait pas pressentie du tout avant de faire cette enquête et qui s'est montrée être très présente dans les résultats. Sur la suite des informations qu'on va vous présenter, je vais pouvoir passer un peu plus rapidement parce que c'est des informations qui sont plus connues, mais globalement sur l'évolution du contexte climatique à 10 ans, les éleveurs et les éleveuses s'attendent à de plus fortes précipitations, mais plus concentrées sur certains moments de l'année. Également, du coup, à des épisodes de sécheresse qui vont être plus marqués, à des augmentations tendancielles de température qui vont être plus marquées aussi. Bon, ça, c'est lié aussi à nos projections climatiques et aux accompagnements que l'on fait dans les différents réseaux d'accompagnement agricole voilà, qui sont bien ancrés. Donc ça, je ne détaille pas plus sur cette partie-là. On demande aussi aux fermes de se projeter quant à l'évolution de leur système. On leur a clairement posé la question, est-ce que vous pensez que vous allez arrêter l'agriculture biologique d'ici à 10 ans? Une grosse majorité des répondants nous disent non. Une proportion, allez, 1 sur 10 nous dit on ne sait pas, peut-être, c'est possible. Et une grande minorité nous dit que oui, ils vont arrêter l'agriculture biologique. Donc ça, c'est déjà un révélateur de l'état d'esprit dans lequel ils étaient. Et puis, il y a aussi la question de l'âge des populations, comme je vous le disais tout à l'heure. Est-ce que vous allez transmettre votre ferme dans 10 ans? On a on a un quart des répondants qui nous dit, bah oui, je serai concerné par une transmission de ma ferme à 10 ans. Ok, c'est une information que l'on prend, c'est une réalité, et puis on le voit sur les courbes d'âge, sur la dynamique démographique de ces populations-là. Par contre, ils sont allés au bout de la projection, c'est-à-dire que sur comment est-ce qu'ils voient leur ferme dans 10 ans, ils ont quand même fait cet exercice, y compris dans un schéma de transmission, mais sur les évolutions sociétales, sur les évolutions des besoins techniques, etc., ils ont quand même fait cette projection. Si on enchaîne notamment sur l'évolution des fermes, comment est-ce qu'ils voient leur ferme dans 10 ans, il y a des évolutions de leur système fourrager. Donc il y en a pas mal qui mettent de manière assez centrale dans leurs besoins et dans leurs évolutions la question du pâturage et de l'évolution des pratiques de pâturage. Alors les fermes biologiques sont très pâturantes, c'est une réalité, ça vous a été présenté dans le panorama qui a été fait dans Basilic, mais il y a encore ce besoin, toujours ce renforcement, et ce renforcement qui est lié aussi à d'autres aspects, celui de l'autonomie alimentaire.
Les coûts de production augmentant, la maîtrise des charges devenant centrale, continuant d'être primordiale dans la gestion des systèmes, eh bien, il y a ce besoin d'augmenter l'autonomie alimentaire, voire de maintenir l'autonomie alimentaire pour ceux qui ont déjà un haut niveau d'autonomie alimentaire. C'est des sujets qui ressortent et qui sont primordiaux, qui sont au cœur des préoccupations de ces fermes dans leurs évolutions futures. Ça, c'est sur le système fourrager. Ensuite, si on enchaîne du coup sur l'atelier animal et sur la gestion de l'atelier animal, on a une bonne partie des répondants qui nous parlent de modulation de production. Alors la modulation de production, c'est la variabilité de la production laitière, soit au cours de l'année, soit au cours de la saison, soit au cours de la semaine. Derrière ça, on entend la monotraite partielle, la monotraite du dimanche, la monotraite du week-end. On entend aussi la monotraite saisonnière sur les périodes de moindre production, mais on entend aussi des modifications des périodes de vélage. On entend voilà, pas mal de choses de ce type-là. En tout cas, la question de la modulation de la production laitière, que ça soit pour répondre à des besoins de la filière, pour lisser les courbes de production, parce qu'au niveau national, on a un pic de collecte au printemps, ou alors que ça soit pour des raisons plutôt d'ergonomie, de confort de travail, de libération du temps pour les éleveurs et les éleveuses, cette question de la modulation de la production, elle devient vraiment centrale dans les projections des fermes à 10 ans. Un autre sujet ensuite, c'est celui des infrastructures et notamment des infrastructures agroécologiques. Bon ben là, l'agroforesterie intraparcellaire ou interparcellaire ressort énormément. Voilà. La question de la plantation de l'arbre pour l'ensemble des bénéfices qui sont liés à l'arbre dans les systèmes agronomiques, ça ressort comme un enjeu particulièrement présent, que ce soit pour l'ombrage et le confort des animaux, que ce soit pour la compatibilité avec la ressource prairiale, voilà, pour différentes raisons. Aussi comme ressource fourragère, ça a été un petit peu évoqué. Donc, la question de l'arbre au sein des systèmes agroécologiques et en système les bio ressort principalement. Et on a aussi posé la question du financier et de la main-d'œuvre. Voilà. Comment est-ce que vous voyez l'évolution de votre système sur cette partie-là? Bon, ben, sans surprise, évidemment, sur cette partie-là, une bonne majorité des répondants entendent augmenter, améliorer leurs revenus, donc le revenu agricole directement lié à la production laitière biologique, et c'est un enjeu de plus en plus présent, vous l'avez vu avec la présentation de Yannick tout à l'heure, et également pour des questions aussi de valorisation du travail, de création d'emplois, de main-d'œuvre, d'ergonomie aussi du système, il y a la question du maintien, voire de l'augmentation de la main-d'œuvre salariée sur les fermes et également des systèmes en association, des systèmes collectifs. Donc là, c'est central. Vous voyez, par rapport à d'autres thématiques, c'est vraiment un enjeu qui ressort énormément. Donc, maintenir et augmenter les revenus, maintenir, augmenter les schémas collectifs, que ce soit par l'association ou par la main-d'œuvre. Le dernier résultat qui est extrêmement intéressant aussi et qui ressort, c'est la diversification. On a questionné aussi les fermes sur leur projection à 10 ans sur cette partie-là, et les résultats sont quand même particulièrement marqués. On a des systèmes qui, d'ici à 2035, souhaitent se diversifier, c'est-à-dire ne pas produire uniquement du lait bio, mais produire aussi d'autres ressources. L'atelier viande est ressorti, et est ressorti de manière beaucoup plus marquée que ce à quoi on s'attendait, c'est-à-dire qu'on a une bonne partie des répondants qui considèrent que l'atelier viande doit être beaucoup plus présent sur les fermes laitières biologiques, qui doit participer à la production de denrées alimentaires sur leur système et aux revenus. Donc ça, c'est un sujet auquel on s'attelle dans l'orientation du projet Basilic, puisqu'on est au tout début du projet, donc on a encore 2 ans et demi de projet, donc on prend ce sujet entièrement. Dans la diversification également, de manière moins marquée que l'atelier viande, mais de manière marquée quand même, on a la question des cultures de vente qui ressortent, voilà, avec une diversification plutôt par le végétal ici, donc très complémentaire à la diversification par l'animal avec l'atelier viande. Et un autre sujet aussi qui ressort, c'est la transformation à la ferme, avec très certainement ce besoin aussi de maintenir le revenu, de création d'actifs, de ramener de la valeur ajoutée sur la ferme.
la transformation du lait à la ferme est très présente parmi les répondants. Voilà, 70% des éleveurs ont évoqué la transformation à la ferme alors qu'ils ne la pratiquaient pas encore. Donc ça, c'est quand même une information assez centrale. Si on résume, parce que ça fait beaucoup d'informations, si on résume, dans les besoins identifiés par les éleveurs pour amener leur ferme en 2035, eh bien, il y a un besoin autour de l'autonomie alimentaire. Augmenter, maintenir l'autonomie alimentaire, notamment face aux aléas climatiques particulièrement marqués ces dernières années et qui vont continuer d'être marqués sur les années futures. Un autre point important, c'est celui de la modulation de la production laitière, et notamment par les effectifs animaux, mais pas que, aussi avec la variabilité de la production laitière sur l'année, voire sur la saison, voire sur la semaine. Ça, c'est un résultat qui ressort comme étant très très présent. Le sujet de l'arbre et de l'agroforesterie également sur les systèmes est ressorti, donc il y a des grosses attentes par rapport à ça. Des questions qui sont moins des questions techniques, mais plutôt des questions de valorisation autour du maintien des revenus, de la qualité des revenus, de l'augmentation des revenus, en lien aussi avec un besoin d'équilibre en termes de main-d'œuvre. Et enfin, le dernier point qui était très présent et auquel on s'attendait moins, mais sur la diversification, que ce soit par l'atelier viande, par la végétalisation aussi du système avec des cultures de vente, et de la diversification qui permet de ramener de la valeur ajoutée sur la ferme avec la transformation laitière. Voilà globalement sur les tendances et sur les projections des fermes, sachant que, comme je vous le disais, le projet Basilic, il en est à ses tout débuts. Aujourd'hui, on lance les expérimentations sur les fermes expérimentales qui sont impliquées dans le projet Basilic. Donc, pas mal d'autres choses vont être produites par le projet Basilic et ses partenaires. Vous avez ici un site internet qui a été produit, qui a été mis en place pour le projet, sur lequel on va publier du contenu et des résultats. Donc, n'hésitez pas à le noter. Ça sera la parcelle pour diffuser de l'information. Et puis, sinon, vous avez aussi l'ensemble des partenaires qui sont bien marqués en pied de page ici. Donc, ça peut être des partenaires qui sont sollicitables aussi pour se tenir informés des évolutions du projet. Voilà pour cette partie présentation et projection des fermes en 2035 et globalement sur les sites de Basilic. Et sachant que le panorama est déjà publié sur ce site. Tout à fait, oui. Merci à tous les trois. Donc Yannick a dû s'éclipser pour une autre conférence. On verra s'il y a des questions économiques, si on peut y répondre. Mais du coup, il a notamment parlé sur les élevages de montagne, du fait qu'il y avait pas mal l'échantillon était pas mal basé sur les résultats du projet de bioréférence. Donc pour les élevages de montagne, vous pouvez déjà retrouver les références techniques et économiques dans les publications du projet de bioréférence qui sont disponibles sur le site du pôle Biomassif Central. Et du coup, je vous laisse la parole si vous avez des questions. Le projet Basilic. Sachant que moi, de mon côté, je m'excuse, mais du coup, je vais devoir... voilà, je suis engagé aussi sur une autre intervention. Donc, du coup, je peux éventuellement prendre une ou deux questions sur la partie que j'ai présentée, mais je devrais m'absenter ensuite. J'en suis désolé. Avant que tu te sauves, Nils, du coup, je te pose une question. Anne Egelin, Fragora. Par rapport au panorama et aux projections des éleveurs enquêtés, sur le volet des perspectives en termes de diversification, est-ce qu'il y a eu des infos un peu plus détaillées? Alors, je ne parle pas de la diversification par la transformation laitière, mais plutôt la diversification par rapport à l'atelier viande et culture. Est-ce que, dans leurs réponses, les éleveurs envisagent ça comme développer ces ateliers annexes et complémentaires à l'atelier lait, ou est-ce que ça va jusqu'à une refonte structurelle de la totalité du système qui mettrait vraiment la viande en avant ou la culture en avant et qui nécessiterait du coup de revoir à la baisse la place de l'atelier lait stricto sensu? L'idée pour moi étant de voir comment, s'il y a des évolutions structurelles qui sont envisagées sur la population des éleveurs laitiers, quelles répercussions ça peut avoir sur la population des éleveurs allaitants, et essayer d'être le plus gagnant-gagnant possible et pas essayer de déstabiliser l'un pour consolider l'autre.
Mm. Oui, tout à fait. Ben, merci Anne pour ta question. C'est une très bonne question. Je reprécise que tous n'ont pas évoqué la diversification viande ou la diversification culture. C'est une partie d'entre eux. Donc, tous n'ont pas ce cheminement-là. Par contre, pour ceux qui ont ce cheminement-là, je pense que la réponse, c'est un peu dans l'entre-deux par rapport à tes deux réflexions. Euh, je pense qu'on assiste à des prémices de souhait de restructuration de système. On n'est pas sur, on n'est pas encore sur un niveau qui serait, voilà, moi je veux changer complètement l'orientation de ma ferme. Les répondants ne nous ont pas dit ça. Je pense que le lait reste central dans leur production. Par contre, ils considèrent les ateliers secondaires comme la viande et les cultures, non pas comme des coproduits, mais de plus en plus comme des produits à part entière à côté du lait. Ça chemine. Et du coup, il souhaite s'emparer de ces sujets-là et monter en compétence sur ces sujets-là. Donc, on n'est pas sur une restructuration globale des enjeux de production de la ferme, mais on est sur sur des prémices de déspécialisation sur ces systèmes-là et qui sont souhaités et qui sont demandés, avec des demandes de ressources pour accompagner les fermes dans cette direction-là. Mais sur une partie des répondants qui ont donné ce résultat, comme je le redis. Deuxième question. Ouais, donc Antoine Roissard de Forêt Bio. Donc, j'avais une question aussi pour toi, Nils, sur les ateliers viande. Est-ce qu'il y a déjà des retours sur est-ce que c'est mieux finir les vaches de réforme par rapport au qui est attractif qui est actuellement pour les vaches laitières ou mixtes? Est-ce que c'est de carrément développer un atelier, par exemple, pour valoriser la voie mâle en faisant des bœufs, s'il y a des croisements avant, par exemple, dans laitier? Enfin, voilà, est-ce qu'il y a déjà eu quelques pistes des mises par rapport à ça? Oui, alors on a un petit peu de tout. Je pense que c'est principalement les retours que l'on a à ce niveau-là, c'est plutôt le lait produit de la viande dans tous les cas, et donc valorisons cette viande au mieux. Donc, dans les retours que l'on a, il y a eu de manière moins marquée le sujet de la production des bœufs, par exemple, pour te donner un exemple très concret, vu que tu l'as cité. Par contre, effectivement, la question de l'amélioration des qualités bouchères des animaux qui sont liés au lait, donc effectivement les réformes et les veaux, ça c'est quelque chose qui est ressorti comme étant central. Donc du coup, on part sur cette direction-là aujourd'hui avec les fermes expérimentales, notamment Brémontier-Merval. Donc on va essayer de travailler sur cette partie-là. Et on travaille aussi, on va faire le lien aussi avec un autre projet qui est en cours, qui est un autre projet CASDAR qui s'appelle Valov Bio, notamment sur la valorisation des veaux issus du lait. Donc on est plutôt dans ces directions-là. Des veaux peut-être que l'on garde plus longtemps sur la ferme et aux meilleures qualités bouchères, et des réformes sur lesquelles on travaille plus l'engraissement et que l'on valorise mieux ensuite en départ sur les filières viande. Voilà. Donc, les enjeux aussi de conduite technique, modèle de bâtiment, etc., pour faire ça dans les conditions alimentaires. Oui, Oui, effectivement, dans le projet piloté par la ferme, ce sera abordé aussi. Okay, merci. Merci. Et bien, s'il n'y a pas d'autres questions, on va enchaîner. Donc, désolé, on est un petit peu en retard sur le programme prévisionnel, mais c'est pas grave. Donc, du coup, Antoine, tu vas garder la parole. Et du coup, on va effectivement parler plutôt de viande. Donc, merci, Nils. merci à vous. Bonne journée. Au revoir. Bonne fin de journée. Merci. Merci de donner aussi et à Yannick pour cette présentation. Et du coup, je vais laisser la parole à Antoine pour le chiffre de la viande qui sont tout simplement sortis.